Bonjour et bienvenue dans un nouveau leak d'Android Leaks. Je suis Yannick Lemain. Ceci est la troisième et dernière partie de notre super conversation avec Romain Guy, qui touchera cette fois sur des sujets tels que les fragments, les enums et d'autres délires de ce genre. Je vous conseille bien entendu d'aller écouter ou réécouter les 2 premiers épisodes de cette chouette discussion, ainsi que tous nos épisodes précédents d'ailleurs. Trêve de bavardage, sans plus attendre, voici la troisième et dernière partie. Bon, moi j'ai quand même envie de parler d'autres choses, de trucs que je comprends. Et notamment, j'avais un petit peu envie d'avoir ton avis sur un sujet peut-être un petit peu épineux. Les fragments. Ah. Bien ou pas bien ? Bah écoute, ça dépend. Oh, c'est trop facile ça comme Oui, non, c'est-à-dire que Non, ça dépend vraiment. Par exemple, j'ai discuté avec Cyril Mottier l'autre jour, justement, on parlait des fragments, et lui il me disait que il s'en sert d'une certaine manière, ça marche pour lui, il est content avec. Je sais qu'il y en a qui ne supportent pas les fragments. Moi personnellement, pour être honnête, je suis un peu déçu par les fragments parce que quand on avait commencé à travailler dessus, j'aurais préféré en fait avoir un système avoir accès au life cycle de l'app, enfin des activités au niveau des views pour créer ce qu'on appelle plus souvent des components dans les frameworks. Et typiquement, c'est pour quand on a des views complexes, genre les caméra views, les surface views, on veut généralement c'est des views qui utilisent du hardware ou qui sont assez lourdes, et on aimerait que quand l'application, quand il y a on stop, on aimerait pour que cette view elle réagisse et qu'elle arrête de faire du rendu par exemple. Alors aujourd'hui, la manière dont ça marche, c'est qu'il faut dans son activité forwarder l'event à la view, ou alors il faut la wrapper dans un fragment. Par exemple, je crois que c'est ce que fait MapView. Mais les fragments font beaucoup d'autres choses que moi personnellement j'en ai jamais vraiment besoin. Et ça revient à ce que je disais plutôt sur la simplicité, où c'est pas trop mon truc. Et je sais qu'il y a une grosse partie de la communauté Android qui n'aime pas beaucoup les fragments. Alors, je sais que nos amis de chez Square n'utilisent pas du tout les fragments, jamais. Et ont leur propre solution. Et très bien d'ailleurs. C'est-à-dire que les fragments de toute façon ne sont pas imposés par le framework, c'est un outil. Et on en a plein des outils comme ça. Un des plus fameux, parce que je connais bien parce que j'avais écrit, c'est Async Task, qui a ses limitations, qui est fait pour certaines choses et pas pour d'autres. Et j'ai vu tellement de discussions de gens qui râlent dessus. C'est genre, si ça marche pas pour ce que vous faites, vous en servez pas, personne ne l'impose, et les fragments rentrent complètement dans cette catégorie-là d'une certaine manière. C'est-à-dire, si c'est pas adapté à votre façon de travailler, à votre implication, à votre architecture, vous en souciez pas, faites complètement différemment. Et les ingénieurs de Square ont tout à fait démontré avec leur propre système, je crois qu'ils font du single activity, ça marche pour eux, tant mieux, quoi. Et c'est une de ces API qui va pas, on parlait plutôt d'aller à l'encontre du framework, ça va pas à l'encontre du framework, c'est plutôt ignorer un des outils du framework. Mais comme il n'est pas imposé par la plateforme et qu'il n'est pas indispensable pour faire une app, c'est pas grave parce que c'est juste un outil en fait qui est là si on veut s'en servir. Moi personnellement j'ai rien contre, je l'utilise ça, on utilise ça et ça va très bien, mais voilà, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu parfois compliquées avec les fragments, comme par exemple l'intercommunication entre fragments ou bien l'imbrication de fragments dans des fragments. Ça peut parfois poser des petits problèmes, en tout cas peut-être moins maintenant, mais ça a posé des problèmes en tout cas pendant tout un temps. C'est aussi la difficulté, pour en venir au concept de simplicité, c'est quand tu proposes quelque chose comme une API comme les fragments, elle doit être designée pour résoudre en fait plein de problèmes. Et donc forcément ça fait un lifecycle compliqué, une API qui est un peu plus grosse, tu vois, quand tu commences à les imbriquer ça devient complexe. Mais c'est aussi là où effectivement des fois c'est juste se dire j'ai pas besoin de toute cette complexité, je peux faire un truc plus simple, que ce soit à la main ou dans une bibliothèque, mais bon, si les fragments marchent aussi, ça n'a pas de souci. Oui, bien sûr. C'est le genre de débat qui traîne sur dans la communauté Android, un peu comme enum versus pas enum. Ouais. Ce genre ça les enums c'est aussi un truc intéressant. C'est aussi un truc intéressant parce que dans beaucoup de discussions les gens comprennent pas. J'ai vu récemment quelqu'un qui râlait contre le pattern des view holders pour les adapteurs. Donc un pattern qu'on avait créé pour Android 1.0. C'est que le paysage du mobile a changé énormément en 8 ans. Donc on disait le premier téléphone qu'on a sorti, c'était un seul core à 300 MHz. L'écran, c'est du 300 par 480, un truc comme ça. On avait 64 mégas de RAM au total pour tout l'OS et toutes les apps. On n'avait pas les mêmes problèmes que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, effectivement, on n'avait pas la même machine virtuelle, tout était différent. Donc,
Il faut aussi faire attention à avoir l'esprit critique, c'est-à-dire que quand on voit par exemple un article qui date de 2009 et qui dit telle optimisation est intéressante, elle fait gagner quelques frames par seconde, ça veut pas dire qu'elle est encore valide aujourd'hui. Et je vois malheureusement beaucoup ça dans la communauté Android, c'est vrai dans notre communauté, où des conseils que nous on a donnés il y a longtemps sont répétés au fur et à mesure des années, dans des tutoriaux, des articles, etc. Et il meurt jamais. Et du coup, après, t'as quelqu'un qui débarque en disant non, mais c'est des conneries, c'est complètement faux. Non, c'est pas complètement faux. Ça a été juste à une époque. Faut le critiquer de manière posée sans dire c'est de la merde. C'est juste dire on n'a plus ces problèmes-là aujourd'hui. C'est des problèmes différents. Et donc, je sais pas pourquoi j'étais parti là-dessus. J'ai oublié ce que tu disais. Est-ce que tu dis, je paraphrase peut-être, et c'est vrai que je préfère préciser. Est-ce que tu dis que le problème remonté notamment par Colt sur les enums, c'est du passé, ou est-ce que ça a toujours une valeur de faire des indexes? C'est du passé, oui et non. Ça dépend vraiment de ce que tu fais. Déjà, parfois, c'est des questions de ce que tu fais dans ton code. Par exemple, alors je sais qu'on peut faire je sais plus comment ça s'appelle en Java, des enum sets ou des choses comme ça. Mais tu sais, souvent, tu veux passer des options à une API. Donc, un truc classique sur Android, c'est qu'on passe plusieurs constantes, si on fait un OR entre plusieurs valeurs. Ça permet d'encoder plusieurs valeurs. Et c'est mieux que d'avoir 50 paramètres ou parfois un builder 50. Alors, on peut le faire avec des enums, mais je trouve ça moins lisible, du moins en Java, je trouve que c'est un peu lourd donc dans ce cas-là, par exemple, moi, j'aime bien passer des int. Dans certains cas, une enum a plus de sens, parce qu'une enum, c'est une vraie classe, et donc sur une classe, tu peux avoir de la data, tu peux avoir des méthodes. Par exemple, j'avais fait un truc pour faire du packing de rectangles dans un atlas. J'avais utilisé une enum en interne, parce que l'enum, elle me permettait, en fait, l'algorithme était implémenté dans l'enum. C'est-à-dire quand je choisissais le type d'algorithme de packing, il venait avec l'implémentation. Donc là, ça avait beaucoup de sens. Aussi, nous, au niveau du framework, on a des problèmes un peu différents, c'est que comme le framework est utilisé par tout le monde, on veut absolument qu'il soit le plus rapide possible, le plus léger, etc. On réussit pas tout le temps, loin de là. Mais les enums ont quand même un coût, on en a déjà parlé, en termes de quantité de code généré, donc de taille. Par exemple, c'est tout con, mais le framework.jar, si tous les ints qu'on a étaient transformés en enum, ouais, non, là, ce sera un minimum. Et même la quantité de code, j'ai vu ça il y a pas longtemps, alors c'était du C++, mais par exemple, on utilisait la classe string standard de C++, parce que ça a beaucoup de sens, et avec un collègue, on avait un bout de code qui avait besoin d'optimisation, et on s'est rendu compte qu'en fait, la classe string générait énormément de code quand on copiait une string. Donc on ne comprenait pas pourquoi. En fait, c'est des optimisations internes de la classe string, etc. Sauf que dans notre cas, ce qui se passait, c'est que la quantité de code généré ralentissait le programme parce que ça détruisait certains caches du CPU. Donc, comme nous, on savait exactement ce qu'on avait besoin, on a créé notre propre classe string pour ce cas particulier, qui fait exactement ce qu'on veut. Et donc, c'est ça qu'on évite dans le framework, c'est-à-dire qu'on veut pas créer des problèmes pour les applications, alors qu'on avait une autre solution, surtout maintenant, dans Android Studio qui gère les def, etc., c'est quasiment transparent, ça se passe plutôt bien. Mais j'avoue que, oui, c'est-à-dire si vous utilisez une enum dans une fonction sur laquelle vous cliquez sur un bouton et vous en avez quelques enums dans votre application, il n'y a pas de problème. Tant que c'est pas un problème, ça c'est toujours pareil, c'est que la performance, faut mesurer, faut observer. Pour la plupart des apps, ça va pas être un souci. Nous, avec Chat, on avait parlé des enums et de ce qu'elles généraient, ce qu'on voulait faire, c'était pas dire aux gens, vous en cernez pas, c'était leur dire, voilà, c'est quoi le coût d'une enum, comprenez ce que ça fait, et puis après, si ça vous dérange pas, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, quand on parle de performance, à partir du moment où quelqu'un va utiliser les mots jamais ou toujours, déjà, il faut se méfier un peu. C'est probablement pas ce qu'il voulait dire, c'est sûrement un lapsus. Et surtout, c'est pas vrai dans le temps. Donc, voilà, aujourd'hui, je dirais... Alors après, c'est pareil, si par exemple, vous utilisez la génération de code, ce qui est quand même relativement commun dans pas mal de frameworks et de bibliothèques existantes aujourd'hui, si vous vous retrouvez à générer des milliers et des milliers d'enums, votre APK il va grossir. Bon, peut-être que c'est pas un problème, peut-être que pour certaines autres personnes c'est un problème. Quand on fait une bibliothèque par exemple qu'on veut donner à d'autres gens, on devrait aussi essayer de garder la bibliothèque la plus petite possible pour pas que ça affecte l'application des personnes qui vont s'en servir. Donc vous cassez pas trop la tête, utilisez les enums si c'est mieux pour l'application, si c'est mieux pour les users surtout. C'est ce qui compte à la fin. Ça me rassure parce qu'en fait c'est plus ou moins ce que je préconise aussi, c'est-à-dire que moi je fais une enum s'il va y avoir du code lié à ça ou si justement l'enum va
va être une sorte de holder pour plusieurs constantes qui vont ensemble, donc une sorte de truc qui va lier le tout. Et au moment où je fais une enum qui est juste une liste de valeurs, enfin, à ce moment-là, je vais faire un indef et je vais essayer de pousser vers ça. Et donc, ça me rassure parce qu'au final, de ce que tu me dis, enfin, de ce que tu nous dis, ça a l'air d'être plus ou moins ça qu'il faut faire, quoi, dans le sens où, voilà, si on n'a pas de problème de performance, ça faut pas non plus faire la chasse à la sorcière. C'est ça, mais en fait, ce qui est dur avec les performances aussi, c'est qu'il faut pas non plus, et je parle pas des ennemis dans ce cas particulier, mais je parle de manière générale, il faut pas attendre d'avoir des problèmes non plus. C'est-à-dire que on entend toujours cette fameuse phrase premature optimization is the root of all evil, qui d'ailleurs faut lire dans son contexte pour mieux comprendre ce qu'elle signifie, parce que dite comme ça, en fait, elle est pas très juste. Souvent, ce qui se passe dans les apps, c'est qu'on a le problème de death by 1000 cuts. En fait, c'est plein de tout petits problèmes qui s'accumulent. Et c'est très très difficile à arriver, parce qu'une fois qu'on est dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi je me souviens, c'était intéressant, des collègues qui avaient travaillé à Palm, sur PalmOS, m'avaient dit, ouais, à une époque, ce qu'ils avaient dû faire, c'est qu'ils avaient fait des centaines de micro-optimisations pour, à la finale, améliorer les pertes de 10%. Mais il n'y avait pas de bottleneck à 10% de quelque part dans le code. Et donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder ces choses à l'esprit pour éviter de se mettre dans une mauvaise position plus tard. Mais bien sûr, il faut aussi le faire correctement. C'est-à-dire, ce que je disais, c'est dans un clic de bouton, si vous avez besoin de trier 4 valeurs et vous faites un bubble sort, on s'en fout, c'est pas grave. Mais il faut pas tomber dans l'excès inverse aussi, ce qui est de dire, ouais, les optimisations, de toute façon, sans souci plus tard, ça compte pas, je vais faire tout mon gros framework, plein d'abstractions et tout, puis un jour on fait, merde. Ouais, c'est ça. Bah, comme tu l'as dit au début, hein, les problèmes sont pas les mêmes, les specs ont bien augmenté, les choses sont très très différentes de ce qu'elles étaient. Je sais que il fut un temps, toute la discussion autour des layouts, c'était attention, faites bien gaffe, réfléchissez au nombre de passes de mesure qui sont faites, etc., etc. À l'heure actuelle, j'avoue que c'est moins un problème, sur le projet sur lequel je travaille, bah on a des layouts qui sont mais dingues et tarés, et on a absolument zéro problème de rendering. Et je peux te dire qu'on a un téléphone dans l'équipe de test, c'est le Samsung Young, pour ceux qui connaissent, qui est une merde abominable, et pourtant ce truc gère nos layouts de dingue sans trop de problème finalement. Donc voilà, tout ça pour dire que bah voilà, l'optimisation, clairement il en faut pas l'oublier, il faut pas oublier qu'il y a clairement des limitations de specs sur les différents devices, etc. Mais on n'a peut-être pas le même, on n'a peut-être plus les mêmes problèmes que ce qu'on avait avant. On n'est plus aussi non, bloqué, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais d'un autre côté, on se retrouve aujourd'hui avec des applications qui sont aussi beaucoup plus complexes et beaucoup plus grosses. Et finalement, c'est assez intéressant parce qu'en comparant un smartphone d'aujourd'hui avec un smartphone d'il y a 8 ans, finalement, fondamentalement, on fait pas, ce qu'on est capable de faire avec en tant qu'utilisateur, c'est pas fondamentalement différent. C'est-à-dire que le premier smartphone Android, il avait les push notifications de Gmail, il avait Hangout, il avait Google Maps. Alors maintenant, c'est des apps qui sont mieux. Mais quand tu vois la taille des applications d'aujourd'hui par rapport à la différence en termes de features, c'est une progression qui est pas linéaire. Et donc avec ces applications très très compliquées, on peut quand même facilement après se retrouver dans des cas où il y a des problèmes. Et puis après, les problèmes de performance, c'est pas toujours une question de vitesse, genre d'affichage, par exemple les layouts. Ça peut être les temps de chargement, le temps que l'application se met à se lancer. Et c'est des choses qui s'ajoutent, comme tu disais, tout à l'heure on parlait de la TextView. Quand tu vois la taille d'une TextView, la quantité de code qu'elle doit exécuter, etc. Si t'en as des centaines, d'en avoir les deux dont t'as besoin, ça va faire une différence quand même. Mais effectivement, de toute façon, il faut être pragmatique, il y a un coût en ressources humaines. C'est-à-dire, si tu passes une semaine à grappiller 0,5% du temps de démarrage de l'application, ça vaut pas la peine. Oui, non, mais clairement. Moi, je vois juste ces problèmes de layout. Il y a quelques années, ils étaient absolument clairs. Voilà, c'est ça. Voilà, les temps changent et les problèmes changent aussi. Les problèmes existent toujours, il y en a, et c'est peut-être pas exactement les mêmes, donc faut peut-être pas se focaliser. Mais c'est ça que tu viens de dire en fait. Hein. C'est simplement, on a dit des trucs à une époque, c'était comme ça à cette époque-là. Maintenant, on va peut-être dire d'autres choses sur ce sujet-là, mais par contre, on va soulever d'autres soucis, d'autres points d'attention. Ce qui est bien en fait, c'est que maintenant la performance, il y a encore des problèmes purement de ce qu'on appelle de jank ou de refresh rate. Mais maintenant, c'est plus une question aussi de batterie, on en parlait tout à l'heure. Exécuter moins de code, c'est tout bête, mais ça fait plus de batterie.
Et alors, bon, c'est sûr que généralement, c'est pas ton layout qui va être le problème, ça va plutôt être un service qui tourne en tâche de fond, c'est d'allumer la radio, d'allumer le GPS, des choses comme ça. Mais comme je disais, c'est un device, c'est ce qu'on appelle It's a Village. Donc c'est une accumulation de choses comme ça qui font que, au final, parce que si tu prends quelque chose comme AOSP, donc le système Android vraiment de base, il n'y a pas grand chose dessus, hein, t'as pas de client mail, t'as pas de, etc. Et je peux te dire que la batterie, elle dure longtemps. C'est pas des jours, hein, c'est plus proche des semaines que... Bah oui, parce que quand le système il fait rien, ou que tu t'en sers juste, ou qu'il fait des choses que quand l'écran est allumé, finalement, globalement, le système est assez optimisé. Et bon, une fois que t'as rajouté toutes les fonctionnalités qui font qu'un smartphone est un smartphone d'aujourd'hui, et que nous, en tant qu'utilisateur, on aime bien avoir ces notifications, avoir ce Google Now qui marche quand on veut, etc. Mais ça a un coût, c'est pas gratuit, quoi. Oui, c'est clair. Mais je dois dire que y a certainement Dose qui joue là-dedans aussi, mais Dose a apporté pas mal d'améliorations à ce sujet-là. Et je sais, moi j'ai pas mal de devices de test. Hein, c'est en gros tous mes vieux devices. Maintenant, ça devient mes devices de développement. Et ça m'arrive, dans mon sac à dos, je l'appelle mon sac magique parce que j'ai tout mon brawl là-dedans et je peux en gros me déplacer un peu partout et travailler un peu de n'importe où. Et ça m'arrive de juste mettre mon téléphone là-dedans de dev et il est allumé et je le ressors 2 jours, 3 jours, 4 jours plus tard, il y a toujours de la batterie, il est toujours là, il est toujours fonctionnel. Et c'est assez impressionnant. Bah ouais, c'est ça, et c'est là où tu te rends compte qu'effectivement les coûts... alors les CPU peuvent jouer, mais c'est vrai que les coûts majeurs aujourd'hui, c'est donc le téléphone qui va pas se mettre en veille et l'écran allumé, des choses comme ça. Le fameux wake lock. Et c'est vrai que c'est là, Dose aide énormément. L'autre truc qu'on voyait souvent, ce qui se passait, c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, t'avais, un changement de connectivité réseau, tu passais du Wi-Fi à la 3G, du coup, ça réveille, une application qui broadcast un machin, t'as plein d'autres applications qui répondent à ce broadcast, donc tout le monde se réveille, tout le monde dit, ah non, en fait, y a rien à faire, et tout le monde se rendort. Sauf que là, t'as le téléphone, il va passer 2 minutes à faire du CPU et du réseau, pour rien. Donc c'est le genre de problème qu'on essaie de résoudre surtout, et puis, que Dose, des choses comme Dose aident énormément là-dessus. Ouais. Ce problème-là, c'est un problème que vous avez aussi notamment en partie résolu pour les images et je crois la connectivité dans 7.0, non ? Avec Nougat, où les broadcasts déclarés dans le manifeste sont ignorés. Oui, c'est ça. Et il faut... parce qu'en fait, ce qu'on voyait, c'est que c'était le nouveau truc, tu sais, c'est que tu prends une photo et donc t'avais Dropbox, Evernote, Google Photos, toutes les applications du monde veulent faire quelque chose avec tes photos. Donc même si tu leur avais dit de plus faire de backup, et elles se réveillaient et puis elles disaient, ah non, en fait, il n'y a rien à faire. Et c'était ridicule. Il y a quelques trucs comme ça, donc il y avait les photos et puis les changements de connectivité aussi qui réveillent souvent pas mal d'applications. Alors, je sais pas si tu pourras répondre, mais il me semble que l'équipe Android parlait de généraliser ces trucs-là et que la plupart des broadcasts seraient ignorés dans les prochaines versions d'Android. Je sais pas si alors, il me semble avoir entendu ça, je connais pas du tout les détails, mais ça me surprendrait pas clairement, ça a un impact positif sur la batterie, donc ça aura du sens, je sais pas pour tous les broadcasts, mais pour certains autres broadcasts, peut-être sûrement. En tout cas, moi ici, j'ai acheté le Pixel, j'ai dû l'acheter en Angleterre, parce qu'il n'est pas disponible en Belgique, et donc le truc, c'est que je sais pas ce qui se passe, mais là, donc je le charge plus, en fait, je le charge plus la nuit, je le charge uniquement quand il est branché dans ma voiture, quand je vais travailler avec Waze. Et là, il me dit qu'il a plus de 2 jours d'autonomie, il reste 28% et il me reste 10 heures. Et donc, super boulot, quoi, les gars. Ouais, non, je sais que l'équipe, j'ai très peu bossé sur le Pixel, mais je sais qu'ils ont énormément travaillé sur la batterie à plein de niveaux, du hardware, du software, etc. Et clairement, c'est bien qu'on voit des effets positifs sur le résultat. Ah, mais je suis impressionné. En fait, j'ai remarqué ça, je crois, avant-hier, et j'ai montré à un collègue, j'ai même pris un screenshot où j'avais 3 jours de batterie, alors que justement, on a dit que quand il arrive à 100%, il se reset, hein, donc, et là, justement, voilà, la preuve que je l'avais jamais plus mis à charger, c'est les quelques rares fois où je le branche sur mon PC pour débugger un truc, ou dans la voiture avec Waze, quoi, donc... idéalement, ouais, c'est ce qu'on veut, quoi. Bah ouais, j'aimerais, là, j'étais admirablement surpris, et tant mieux. C'est vraiment un gros problème. Les batteries, ça devient vraiment un truc de dingue maintenant parce que moi j'ai une montre qu'il faut recharger tous les jours, j'ai un téléphone qu'il faut recharger tous les jours, j'ai aussi mes écouteurs Bluetooth qu'il faut recharger maintenant, etc. Et il y a plus que ça maintenant, il y a plus que des trucs avec des batteries. Et je suis impressionné de voir le peu d'innovation qu'il y a au niveau c'est des problèmes physiques, ils ont du mal. Alors elles se sont améliorées, hein, mais il n'y a pas eu de breakthrough comme on a l'habitude avec les CPU, les GPU, etc. Et
tant qu'il n'y aura pas un énorme bond en avant, bah, il faudra qu'on fasse autrement. Ah, c'est pas vrai, il y a certaines batteries, c'est de la bombe. Oui, mais tu peux le voir comme ça. Il y a beaucoup d'énergie dans ces trucs. Bah, du coup, la solution, une solution qui est intéressante aujourd'hui, qui est pas idéale, mais c'est le fameux fast charging où tu mets ton téléphone à charger 5 minutes, tu récupères 40% de batterie, ça permet de repartir pour 24 heures, quoi. Mais moi, c'est ce que je fais maintenant, hein, j'ai pas le choix en fait. Mais je te dis, mon 6P qui a une batterie de merde, mais peut-être que c'est dû au fait que je suis en 7.1.1 bêta, plus la bêta d'Android Wear qui, je pense, est aussi en train de bouffer pas mal de batterie parce qu'il y a des trucs pas clairs là-dedans. Et j'ai l'impression que tout ça, ça fait que la batterie meurt. Et du coup, je suis tombé sur un S7, sur un Galaxy S7, donc je suis en train d'utiliser ça comme daily driver pour le moment. Et j'ai le même problème en fait. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ma config, mon ensemble d'app qui fait que ça bousille, parce que c'est pas possible qu'un tout nouveau Samsung S7 ait une batterie aussi mauvaise en fait. Ça doit être quelque chose que tu utilises ou qui est dans un sale état. Sans doute. Ouais, c'est un peu problème, d'où des projets comme Dose pour justement éviter que cette surprise où tu reçois une mise à jour d'une app, où il y a un petit bug et du coup d'un seul coup tu perds ta batterie. Il vaudra mieux que l'expérience soit consistante pour les utilisateurs. Et Dose aide pas mal, mais on a encore du travail. Ouais. Mais il y a aussi un autre truc pour ça, c'est utiliser les job schedulers autant que possible. Mais pour ça, ce serait quand même vachement bien qu'il y ait un bon tuto ou un bon truc qui l'explique bien en détail, parce que je trouve que c'est très critique. Je m'en suis jamais servi des pieds moi-même, donc je sais pas, mais ça avait l'air... Je l'ai utilisé un peu à gauche à droite, mais j'avoue que c'est peut-être un peu comme l'OpenGL. Tu rentres dedans, t'as une learning curve, quoi. C'est pas clair du tout et tu sais pas exactement quand les choses vont être... les choses sont pas claires. Ouais. Et quand les choses sont pas claires, les gens ont tendance à pas l'utiliser et voilà. En tout cas, je sais pas, c'est ce que moi j'ai l'impression c'est une impression que j'ai. Ouais, c'est tout à fait possible que je dis, je m'en suis pas servi moi-même, et j'imagine même par la nature même du job scheduler, j'imagine qu'à débugger et à tester, ça doit pas être super simple non plus. Bah non, voilà, tu sais pas quand ça va démarrer, donc c'est très difficile. Enfin, tu peux te dire, ok, je vais mettre un breakpoint dedans, et puis, dans mon job, et puis voilà, je vais le laisser tourner, puis on va voir quand ça va arriver, et puis tu vas chercher un café. Ouais, d'accord. Voilà. C'est juste que tu sais pas, parce que c'est le système qui va de manière pas aléatoire, mais qui va calculer quand est le meilleur moment pour lancer le machin, etc. Donc c'est ça que je dis, c'est pas clair et c'est pas évident, et peut-être qu'un bon exemple ou un bon tuto ou bien une bonne vidéo bien foutue par l'équipe d'évangélistes, ça pourrait le faire. C'est vrai que ce serait non, mais c'est ce que je disais, c'est que on a de la documentation, mais on peut sûrement, il y a plein de bouts de la documentation qu'on peut améliorer. Finalement, c'est vrai que de temps en temps, je suis quand même, encore une fois, pour être positif, quand je vais voir le site developer.android.com, je suis assez impressionné par finalement la quantité de documentation qui, au fil des années, on a rajouté, mais c'est sûr qu'il en faut toujours plus. Ouais. Il faut plus d'outils, plus de documentation. On a encore du travail. Mais ça, je veux dire, c'est un job très 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 compliqué. Excuse-moi, Benjamin, de t'avoir coupé. Je vais juste finir ma pensée avant que je l'oublie, parce que j'ai tendance à faire ça. C'est un travail vraiment très très compliqué. Je me rends compte que c'est assez souvent dans Android. Tu vas avoir des exemples, tu vas avoir des docs qui sont pas mis à jour. Et par exemple, tu peux avoir... ce que je trouve absolument fantastique, c'est que tu as énormément tu peux dans Android Studio créer un projet ou directement créer un projet à partir d'un exemple qui est sur GitHub. Donc ça fait partie des cases à cocher, etc. Et je trouve ça génial. Mais ces exemples-là sont pas systématiquement mis à jour, ou ça arrive régulièrement. Et pareil pour les CodeLab, par exemple, que tu essayes de suivre les instructions au pied de la lettre, et ça marche juste plus. Parce que ça n'a pas suivi l'évolution de check, de machin, et donc voilà, par exemple, j'ai mis en place, je suis en train de jouer un petit peu avec Firebase, qui est très bien. Il y a une intégration de Firebase qui est super bien foutue dans Android Studio, super. Et puis après, tu regardes un petit peu ce qu'il est marqué quand tu dis ajouter par exemple Firebase Analytics dans ton app, et il te dit je vais ajouter dans ton code les modifications qui ont été faites dans ton build.gradle, ce sera machin point 9.2.0.
Alors que quand tu regardes le code qui a été généré, il est marqué 10.0.0. Et tu dis, donc tu te dis, alors, soit tu lis, c'est un peu mon problème que j'ai avec la documentation dans le code, c'est que tu sais pas qui a raison, en fait. Tu lis un truc, tu te dis, c'est ça qui va se passer, tu te dis, c'est peut-être pas ça que je veux, et puis après tu regardes le code, tu dis, ah, c'est pas ça qui s'est passé, est-ce que c'est normal? Donc, voilà. C'est le problème classique comme tu dis, des commentaires dans le code, c'est, s'ils sont à jour, c'est génial, et des fois ils sont pas à jour, et là c'est moins bien. Ouais, parce que mais pour ça, enfin moi les commentaires dans le code c'est vraiment mon pet peeve, je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est vraiment un truc que les 3/4 du temps je supporte pas, simplement parce que souvent ça arrive que tu sais pas ce qu'il faut suivre. Ouais. Enfin souvent, peut-être pas souvent, mais 9 fois sur 10 tu vas te dire le code a raison et pas le commentaire si les deux matchent pas, et c'est pas toujours le cas. Et le problème c'est que du coup tu sais pas qui a raison, et voilà. Voilà. Bref. Voilà. C'est tout, j'ai fini de râler. C'est bon, c'est pas grave, pas de soucis. Non mais t'inquiète, à chaque fois qu'on a quelqu'un de chez Google, enfin c'est la deuxième fois, mais il fait des feature requests maquillés comme ça, tu vois, genre, ouais, si vous voulez de la doc... Ah bah non, mais j'ai une vraie feature request, tiens, je t'en qu'on est là. mais c'est pas du tout toi qui va gérer ça, malheureusement, Romain. Je remarque que ça, c'est juste une request en règle générale pour tout le monde qui est en train de développer des trucs. Tout le monde imagine que tout le monde a tout le temps accès à Internet. Et donc, je reviens sur ma fameuse app du train. Ça y est, j'ai réussi. Donc, en fait, je prends le train pour aller au travail. Et dans ce train, j'ai absolument aucune connectivité, ou très peu. Et j'essaye de développer des trucs parce que ça me fait passer le temps bien, j'aime bien. Mais il y a des conneries du style, tu lances un émulateur, et l'émulateur va te dire, tiens, j'ai pas réussi à mettre à jour je sais pas trop quoi, et enfin t'as un pop-up qui arrive et qui dit c'est un message d'erreur, alors que tout va bien, c'est juste qu'il a essayé de récupérer je ne sais pas quelle version, enfin il a essayé de vérifier si la version était bonne ou je sais pas trop quoi. Bref, il râle. Donc ça c'était déjà une chose. Il y avait un autre truc avec des tests avec, je crois que le JUnit sur Android, donc le système de Android JUnit Runner ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Mais donc le runner d'Android a décidé à la fin de chaque test d'envoyer un rapport sur Internet. Ah oui, et du coup. Et du coup, si tu sais pas, enfin c'est des analytics en fait qu'il envoie simplement, mais par défaut c'est on. Tu peux l'arrêter, mais enfin je veux dire quand j'étais dans le train, je me rendais compte, enfin j'avais pas tout de suite compris que c'était ça le problème. C'est juste que les tests étaient lancés, puis ça durait encore pendant le temps du time-out, c'était peut-être je sais pas moi 30 secondes, 1 minute, mais ça paraissait interminable, et chaque fois que tu lances tes tests, il y avait ce truc à la fin qui continue à tourner, tu te dis mais tous les tests sont passés, pourquoi qu'est-ce qui te prend? Puis en regardant dans la doc, il est marqué en effet, ah oui tiens, mais en fait il y a un petit dash analytics égale false, un truc comme ça, et donc ma requête c'est essayez de penser aux gens qui sont peut-être pas spécialement connectés. Alors, non, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est un problème que j'ai avec la plupart des boîtes de la Silicon Valley, la plupart des produits, c'est que, par exemple, il y a quelques temps, j'étais à Séoul, en Corée, j'avais de la connectivité, mais j'étais en genre 2G, un truc comme ça. Et la plupart de mes apps étaient inutilisables. C'est parce que les apps, le timeoutait, quand le download prenait trop de temps, il bloquait la UI, enfin c'était insupportable. Du coup j'ai mis le téléphone en mode airplane, sinon j'arrivais pas à passer là. Et c'est vrai que quand on vit, tu sais, on vit quand même dans un microcosme ici, où on a accès à des bonnes connexions, tout le monde est connecté, il y a data plus ou moins illimitée. C'est un peu facile de perdre ça de vue, ce que tu décris, effectivement, quoi. Oui, tout à fait. Donc si jamais tu tombes sur quelqu'un qui a ce genre de contrôle, dis-lui, non, mais dans un coin, tu le colles au mur. C'est un de mes pet peeves aussi. J'avais l'habitude, quasiment chaque année, je fais des road trips pour aller faire de la photo dans l'Arizona, le Nevada, l'Utah, etc. Donc c'est des endroits où la connexion est dégueulasse. Et généralement, chaque fois que je rentrais, j'ouvrais plein de bugs en interne pour dire, alors, voilà, Play Music, ça marche mal quand tu fais ça, que t'as pas de réseau. Parce qu'à l'époque, Play Music, c'est quand donc tu sais, tu pouvais cacher de la musique offline, et ils ont des petits pop-up sur les chansons, tu peux dire je veux aller à l'album. Mais quand tu essaies d'ouvrir le pop-up, à un moment, ils faisaient des requêtes réseau pour essayer de remplir le pop-up. Et donc quand t'avais pas de réseau, ou quand t'avais un réseau dégueulasse, il fallait que t'attendes le timeout pour qu'il t'affiche les parties offline du pop-up.
Mais C'est ça. voilà. C'est ça. Mais bon, je sais que c'est quelque chose que et d'autres boîtes commencent à faire très attention, parce que justement, ce que je disais, des endroits comme des téléphones pas chers où c'est indispensable, donc en dehors en gros de l'Europe, des États-Unis, des pays où c'est facile pour nous d'acheter des téléphones avec de bonnes connexions, c'est important effectivement que les choses marchent bien, que ça n'ouvre pas ton forfait data en 2 heures et que le téléphone reste utilisable. Donc je pense que ça va s'améliorer, mais c'est une chose de plus à laquelle il faut que les développeurs pensent et réfléchissent. Mais je suis d'accord, mais voilà, moi ça fait relativement peu de temps que je prends le train. Donc j'avais jamais eu ce problème. C'est ça, parce que j'étais toujours connecté. Mais quand t'as pas le problème, tu te rends pas compte que le problème existe. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est. Alors je sais que il me semble qu'on avait chez Google à un moment je sais pas si on les a encore, on avait des antennes pour les téléphones, des réseaux téléphoniques sur le campus qui étaient pourris exprès. Et donc tu pouvais prendre une carte SIM qui te mettait sur ce réseau pourri pour que tu puisses voir ce qui se passe quand t'es sur un réseau pourri. D'accord. Ah ouais, c'est bien. Bah nous, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'on a des réseaux pourris. Oh, nous, on en a ici aussi. Il suffit de s'éloigner de 3 km de la Silicon Valley si t'as un réseau tout pourri. C'est pas Facebook qui a fait une mini-application qui vient se plugger sur leur application de développement. Et donc ils peuvent lancer l'autre application et dire voilà, je veux mimiquer un réseau 2G en Inde, un truc comme ça. Il me semble. Ça, je me suis toujours dit que si pas un truc comme ça sur Android, ça serait vraiment super. Il me semble que c'est possible dans l'émulateur. Ouais, dans l'émulateur, ça l'est, mais fait. je développe très rarement sur émulateur parce que typiquement, quand je faisais l'OpenGL, c'était avec la caméra, c'était quand même nettement plus simple sur téléphone. Donc après, je pense que dans l'émulateur c'est possible. Même Genymotion aussi fait ça. Mais ça aurait pu être sympa de l'avoir sur le téléphone. Mais c'est marrant parce que je me souviens quand j'écrivais encore des sites web il y a 15 ans, un des premiers outils que je m'étais écrit justement c'était un mini serveur HTTP et tout ce qu'il faisait c'est qu'il forwardait à mon serveur Apache en se retelant la data justement pour tester des réseaux pourris pour voir ce qui se passait quand on était sur une connexion de merde quoi. Parce que chez toi t'as ton câble, ta fibre et puis ça décommence sur un modem. Oui, non, mais moi, non. Quand je faisais du web, j'en avais rien à foutre. Ça explique les sites web modernes. Ouais, c'est ça, en fait. Mais on avait d'autres chats à fouetter, je veux dire. Il fallait supporter IO6, tout ça. Enfin, c'était, et donc on se dit, voilà, si déjà ça marche sur IO6, si t'as une mauvaise connexion, bah écoute, t'attendras un petit peu, et puis tant pis, parce que là j'en peux plus. Enfin, c'était un peu l'idée, quoi. Bien sûr. Non, mais, c'est le problème, c'est toujours pareil, c'est que, le but, ça reste quand même de développer nos produits, les fonctionnalités pour l'utilisateur, et après, il y a tellement de choses qui viennent se greffer, on peut pas tout faire, hein, mais c'est pareil, c'est le cas pour les développeurs d'app, c'est le cas pour les gens qui bossent sur la plateforme Android, on doit sacrifier des choses, et Absolument. Malheureusement. Mais bon, ça fait partie du jeu, et finalement, s'il y avait pas de problème, ce serait pas drôle non plus, quelque part. Ouais, enfin, des fois, ce serait pas mal aussi. Oui, mais il faut bien justifier les salaires énormes que nous sommes payés, n'est-ce pas? Ouais. Mais si je pouvais avoir moins de mises à jour sur les softwares dans ma vie, ça me... Non mais, des fois je deviens dingue, genre, tu rentres, et pourtant je suis pas du genre par exemple chez moi j'ai pas mis de home automation, des trucs comme ça. Mais tu sais, genre, tu rentres le soir, bon t'allumes ta télé, genre ta télé doit se mettre à jour, donc tu mets à jour ta télé. Tu dis, allez, je vais aller jouer, je vais allumer ma PS4. Là la PS4 doit se mettre à jour, le jeu doit se mettre à jour, tu fais fuck it. Je sais pas, tu sors ta console de poche, elle doit se mettre à jour, tu passes sur ton laptop, Steam doit se mettre à jour, c'est fini, mais c'est tranquille maintenant. Bah non, tu pourras pas jouer, voilà, c'est tout. C'est un message subliminal. C'est ça que ça veut dire. La PS4, au moins, tu peux ne pas mettre à jour, tu vois. Justement, j'ai acheté Dishonored 2, et il dit, t'avais 10 Go à mettre à jour, et tu sais, je venais de rentrer, j'avais 1 heure avant que ma copine arrive, je me suis dit, tu sais, la mise à jour, tant pis, quoi. Je m'en fous, il va être bugué, mais je vais jouer, quoi. La PS4 aussi, tu peux lui faire en tâche de fond quand t'es pas là, mais c'est vrai que il y a des jours comme ça où t'as l'impression que t'as une mise à jour dans tous les sens, entre tes tablettes, tes téléphones, tes machins, tes trucs. Le pire pour ça, c'est la Wii U, parce que la Wii U, elle t'empêche de faire le truc. Et alors, le pire, c'est que si jamais tu actives le fait que la console peut le faire en tâche de fond, alors il fait en sorte que la manette doit s'allumer pour t'afficher des pubs à la con de manière random, là. Et du coup, si tu joues pas tous les jours, et que tu laisses ta manette sur le côté, le moment où tu veux jouer, en fait, t'as plus de batterie, donc t'es obligé de rester à côté de ta prise avec ta manette qui est censée bouger, donc c'est super pratique déjà. Et la console t'a fait une mise à jour d'1h30. Donc à ce niveau-là, je trouve que Sony ils sont encore pas trop mal débrouillés. Non, ils se débrouillent très bien, mais c'est juste et maintenant j'ai des copains, je sais pas, qui
prennent des fours connectés, des verrous connectés, des machins, mais juste l'idée que c'est de devoir m'occuper du software, tous ces trucs, c'est... Ouais, moi j'ai ma balance qui doit se mettre à jour. Donc le matin, tu veux te peser, faut mettre à jour. Ouais, bah, tu vois, typiquement, moi j'ai un seul problème, hein, je me pèse plus, Bah voilà. C'est beaucoup plus simple. Mais moi, ça m'amuse tous ces objets connectés. Moi, je trouve ça drôle. C'est amusant au début, mais à force, ça devient fatigant. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Mais c'est ça que je dis. Au début, je trouve ça drôle parce que tu peux tout contrôler. Puis il y a aussi l'autre problème, c'est que t'as un Nest, par exemple, c'est très bien. Tu commences avec ça parce que c'était celui le plus connu. T'as un Nest. Et puis après, tu as un Ring, tu sais, la sonnette connectée. Et puis bon, ça fait une deuxième app. Et puis après, t'as une Philips Hue. Ah merde, ça fait une troisième app. Et puis après, ouh là là. Et puis maintenant, t'as plein des apps partout. Alors si pour peu que t'aies aussi un truc Samsung qui est connecté. Je parle en connaissance de cause, hein, j'ai tous ces machins-là. Et donc, je me retrouve avec un folder avec tous mes trucs de home automation, plus mon app de domotique perso que j'ai faite pour ma maison à moi, qui allume et éteint les lumières. Ben voilà, c'est le bordel. Donc, tu vois, moi, c'est aussi l'autre problème. Ouais, vas-y. Non, je dis, c'est aussi l'autre problème, c'est le fait d'avoir plein de... moi, je suis peut-être old school, mais j'ai décidé qu'en fait, finalement, éteindre et allumer les lumières sur eux, c'était pas très difficile. Généralement, les interrupteurs sont à côté de la porte. Ils sont pas cons en fait, ils ont placé les interrupteurs au bon endroit. Ils avaient réfléchi en fait. À la base, j'avais mis de la domotique à la maison parce que je trouvais malin que tu puisses reprogrammer les boutons. Donc j'ai quand même des boutons, tu vois, j'ai quand même des interrupteurs. Mais tu peux le dire, tu te dis, si tu t'es trompé, genre la position de l'interrupteur est bien, mais ça allume pas la bonne lampe. Ben, si tu veux recabler ta baraque, c'est moins facile que juste reprogrammer le bouton. Cela dit, généralement, tu le changes pas souvent ce que font les boutons. Non. Mais je trouvais l'idée à la base intéressante. Non, voilà. Je suis d'accord, l'idée est intéressante, c'est juste qu'après, ça apporte un niveau de complexité. Après, bon, c'est chacun son truc, mais... non, mais c'est sûr. Mais c'est rigolo aussi, c'est rigolo de s'amuser avec ça. Mais tu vois, c'était marrant parce que la maison où j'étais avant, on avait un Nest, et quand on a déménagé, on a acheté cette maison, puis le système n'est pas compatible avec les NES, ou c'est trop compliqué, je sais pas quoi. Et finalement, je me suis rendu compte que le NES, je trouvais ça génial, en fait, j'en ai pas besoin, quoi. Ah oui, bah c'est ça. Et du coup, j'ai des thermostats, mais ils se mettaient jamais à jour, ils marchent tout le temps, et je les touche jamais. Le seul truc que quand j'habitais aux États-Unis, j'avais ce thermostat manuel, mais le seul truc que j'aimais pas, c'est que bah, il fallait que je l'éteigne quand j'étais pas là. Parce que sinon, le truc allait chauffer tout le temps, et puis il fallait que je le rallume quand j'arrive, mais le problème, c'est qu'il faisait froid dans la maison. Donc j'aime bien quand même ce côté un peu programmable. Bien sûr, mais bon, si c'est un problème... Non, il y a moyen de faire sans être connecté, sans app, machin. Oui. Ouais, non, C'était une autre époque. Hein. C'est sûr. Non, puis bon, c'est intéressant, mais ça commence à résoudre des problèmes un peu... c'est du diminishing return, on va dire. C'est comme... c'est le first world problem, hein, aussi. C'est comme je discutais un jour avec quelqu'un qui bossait sur l'Internet of Things, et il me disait, oh, regarde, c'est génial, là t'as une app qui des recettes de cuisine, et puis bon, bah, elle t'allume ton four. Je fais, non, mais tu sais, quand je fais la cuisine, mon plus gros problème, c'est pas d'allumer le four, si tu veux. C'est un peu tout le reste. Oui, c'est pas faux. Ah oui, il faut allumer, bon, j'ai quand même passé 2 heures à mélanger des trucs. Mais t'as pas dû allumer le four. Ah. Tu t'es pas trompé dans la température, tout ça, tu vois, faut voir le bon côté des choses. Non, bien sûr. Mais clairement. On devient des gros pourris, hein, c'est aussi simple que ça. Il y a un peu de ça, Après, le truc connecté, il faut juste faire attention, parce que là, je pense c'était il y a 2 semaines, 3 semaines, que Twitter est tombé, là, parce que le provider DNS s'est fait attaquer, et il s'est fait attaquer par les caméras connectées, je crois. Ouais. Donc, justement, les mecs avaient réussi à trouver des vulnérabilités dans la plupart des caméras connectées, et donc forcément c'est des devices qui sont connectés à internet et donc qui peuvent faire du DDoS quoi. Et donc voilà, typiquement je pense que aussi ça soulève un autre problème, et notamment avec des trucs comme les caméras connectées, c'est-à-dire que tu te rends compte quand même que t'es chez toi et potentiellement n'importe qui peut se connecter et voir ce qui se passe chez toi pendant que t'es là, parce que t'as un device qui de temps en temps te facilite la vie quoi. C'est là aussi que ça pose des questions de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine toujours d'avoir des objets connectés pour tout quoi. Ouais, non, tout à fait. Il y a clairement... j'ai vu il y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, quelqu'un qui montrait qu'il a acheté une smart caméra là, et il la branche sur son réseau, puis justement il voulait regarder sur le problème, il sniffait le réseau, et genre en 5 minutes il y a déjà des virus et des VR qui attaquaient la caméra pour essayer de la transformer en zombie. Waouh, c'était rapide ça quand même. Bah ouais, mais tu sais, s'il y a des failles connues, en plus c'est des trucs, comment tu fais quand tu branches
truc comme ça qui a pas d'écran, qui a rien, comment tu fais, surtout si tu connais rien d'informatique, à moins de sniffer ton propre réseau, t'as aucune idée de ce qui se passe, quoi. Oui, il faut s'y connaître, mais... Ouais, c'est un peu le problème. C'est ça. Non, mais tu vois, c'est le grand, c'est le scale de l'industrie du software, c'est, on te vend des objets cool, tu les achètes, puis ils marchent pas, et puis un jour on te vendra la solution au problème que t'as créé, et on fait ça depuis 50 ans, et... Bah ouais, c'est ça, c'est le capitalisme, hein, c'est pas ça ouais. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ils ont réfléchi. C'est le fait d'arriver à te vendre un truc que tu savais pas que t'avais besoin, mais dont t'as besoin. Ouais, sauf que là en plus, il marche pas, et comme ça on pourra vendre le truc pour qu'il le fasse marcher. Oui, c'est ça. Bah, quelque part, est-ce que quelqu'un a besoin d'un smartphone ? Bah, les smartphones ont quand même pas besoin, donc ça a quand même changé, surtout dans des pays où ils n'ont pas des connexions internet et forcément à la maison, pas d'ordinateur, ça permet de créer des business ou des choses qui n'existaient pas du tout. Et c'est vrai que, oui, en théorie, tu peux passer d'un smartphone, mais de tous les nouveaux gadgets qui sont sortis depuis un moment, c'est quand même, je trouve, le seul qui a, d'ailleurs, on voit bien, c'est le seul gadget qui a vraiment été, qui a conquis en masse tout le monde. C'est-à-dire que tous les gens, même qui avant n'utilisaient pas d'ordinateur, qui n'étaient pas dans la tech, ils ont tous un smartphone, quoi. Donc, il y a quand même une utilité qui est assez universelle, bon, qui a ses défauts aussi, hein. On a tous vu dans la rue, tout le monde est unicolé dans son smartphone, c'est très bien, ça m'empêche de devoir parler à des gens, voilà. C'est parfait. Moi je vois ça, je me dis, merde, qu'est-ce qu'on a fait? Alors que tu vois, des choses pourtant que je trouve super intéressantes, tous les wearables n'ont clairement pas encore réussi à obtenir cette universalité finalement. C'est utile à certaines personnes, mais tout le monde n'en a pas le besoin, du moins aujourd'hui, tout le monde s'y met pas, quoi. Ouais, clairement. Moi, j'en ai parce que je suis développeur, en fait, essentiellement. Ouais, bah, c'est une raison. Oui, mais je veux dire, c'est un peu comme, j'allais dire une tablette. Je connais beaucoup de gens qui ont une tablette parce que ce sont des développeurs, ils en ont besoin, mais finalement, ils s'en servent pas vraiment. Moi, je m'en sers quand même pour regarder un peu des films et des trucs comme ça, mais je peux pas dire que je me sers de ma tablette comme la tablette était prévue pour être utilisée, je suppose. Enfin, c'est pas un remplacement à mon ordinateur, moi, par exemple. Moi, ce que je veux dire, c'est que la tablette, je me suis mis à m'en servir, pourtant, c'est assez récent, je m'en servais vraiment pas, j'étais comme toi, c'était plus un outil de développement. C'est plutôt quand je voyage, c'est qu'on me forçait, en fait, quand c'est possible, de pas emmener mon laptop. Du coup, je peux faire moins de choses avec. Du coup, ça me permet de me couper un peu plus de mes emails, du travail, tu vois, de ces distractions qui en fait t'empêchent de vraiment te reposer. Et du coup, bah, tout ce que tu fais finalement, c'est des jeux, un peu de Twitter et regarder des films. Et c'est assez agréable d'avoir un truc plus limité pour se couper un peu de. Tu vois, t'es pas tenté de lancer ton Android Studio et de tester un truc pour le boulot alors que. Mais c'est chouette de faire ça, c'est drôle. C'est chouette aussi, mais de temps en temps, ça fait du bien d'arrêter un peu aussi. C'est pas faux. De se reposer un peu les ménages. Alors du coup, je propose qu'on... C'est un bon point pour clôturer. Alors du coup, si tu nous connais un petit peu, on a tendance à poser des questions à la fin pour des questions un peu bonus. D'accord. Et donc la première question bonus, c'est si tu devais citer une fonctionnalité d'Android Studio que tu adores, ce serait laquelle? Hormis Alt Enter. Hein. Oui, évidemment. D'Android Studio ou d'IntelliJ? On va dire les deux. Le 2. Ouais. Alors attends, j'essaie de réfléchir parce que j'en utilise tellement. Je pense que globalement, c'est les. Alors je triche un peu, mais c'est les fonctions. Est-ce que je vais prendre celle-là? Les fonctions introduce variable, method, constant, field. Parce que ça coûte. Enfin, je me sers d'IntelliJ depuis très longtemps, mais en fait, je laisse l'idée d'écrire mon code à ma place en utilisant des fonctionnalités de ce genre-là. C'est des méthodes du refactoring, ça? Ouais, c'est des méthodes du refactoring, tu sélectionnes une expression, tu dis, là, je veux que ce soit une variable, je veux que ce soit une méthode, je veux que ce soit un champ, et puis tu génères tout le code, et puis nomme les variables correctement. Donc ça, je trouve ça assez fabuleux, parce que ça change complètement la façon de taper du code, en fait. Oui. Ça fait le boilerplate. C'est ça. Tu tapes plus de code, tu tapes plus que des raccourcis clavier. C'est un peu ça, ouais. Et surtout, en fait, le peu de code que tu tapes, c'est du code faux qui compile pas, mais tu sais que tu veux lui faire
tu tapes que quelques caractères et puis ça va faire comme tu sais ce jeu même le jeu de la ville, tu sais, tu vois des espèces d'organismes qui grossissent et qui envahissent tout l'écran. Oui, c'est un peu ça, tu pars de tes 2 caractères puis t'as plein de codes après. c'est vrai. Un bon exemple de ça, c'était à Google I.O. et ils l'ont refait au Firebase Summit. C'était comment ils ont fait un segment où ils développent une app avec Firebase dans toutes les plateformes possibles en live. Et ils ont plein de raccourcis dans tous les sens avec leurs éditeurs, etc. Alors ils tapent juste quelques lettres et puis bam, ils ont tous ces blocs de... c'est évidemment, c'est un peu scripté, mais quand même, c'est impressionnant, je trouve qu'ils tapent juste quelques caractères et puis poum, il y a toute cette app qui se met en place. Ouais, et notamment, par exemple, une feature que j'adore dans IntelliJ, j'aurais pu aussi citer parce qu'ils ont plusieurs code completion en fait. Et t'en as une, je crois que c'est ce qu'ils appellent la smart completion. Il me semble que c'est... Mes doigts savent le faire, mais je sais pas c'est quoi les touches. Je crois que c'est Ctrl Shift Espace. Ctrl Shift Espace. Ouais, et par exemple, un truc tout classique sur Android, t'as besoin d'un contexte. T'as toujours besoin d'un contexte. Et parfois, tu sais pas trop comment récupérer un. Et ce que j'adore, là, c'est que tu tapes juste contexte C égal, tu fais le Ctrl Shift Espace 2 fois, et il va t'afficher toutes les chaînes d'appels de méthode qui peuvent te donner un contexte. Et ça, c'est magique. Bah ça, c'est génial. Parce que, ouais, parfois, par exemple, tu veux récupérer les display matrix, enfin, tel genre d'objet que tu utilises pas très souvent, mais la fois où t'en as besoin, tu t'as oublié comment les récupérer. J'aime IntelliJ. on est tous là. Ouais, j'imagine. Alors, une autre question, c'est, on a parlé de dépendance tout à l'heure, quelle serait une des libs dont tu peux pas te passer? Et ça, on va dire, on va pas inclure les support library. Non, je peux pas me passer, en fait, aucune, parce que je peux toujours me passer. Et tu préfères le faire toi-même? Non, c'est pas que je préfère le faire moi-même, mais c'est comme j'ai l'habitude, justement, d'éviter les dépendances, ça me dérange pas, si j'ai une bibliothèque, très bien, mais ça me gêne pas de pas les avoir. Ok. Je dirais, si c'était en code C++, la petite lib de maths qu'on a, parce que je peux la réécrire, mais elle est vachement bien, j'aime bien m'en servir, elle est toute petite, c'est éditeur, mais je pourrais m'en passer quand même. D'accord. Elle est open source celle-là Elle l'est pas, elle est basée en fait sur, j'aimerais qu'on l'open source un de ces quatre, elle est basée sur des classes de maths qui sont dans Android, c'est pas des trucs publics, mais ils sont dans le source tree d'Android, donc c'est les vecteurs, les matrices, etc. Je t'enverrai un lien si ça t'intéresse. J'aime beaucoup mon ça, elle est vachement bien. Ok, c'est toujours bon à prendre. Alors pour Android Studio ou IntelliJ, thème blanc ou noir? Blanc. Waouh. Je sais, je suis Il y a un autre. On est deux. Non, parce que le thème noir, ça fait. J'ai toujours essayé dans les éditeurs et je sais pas, dans TextMate, remarque, j'ai un thème noir. Mais dans IntelliJ, j'aime pas les couleurs qui s'utilisent par défaut pour la coloration dans le thème noir. Et j'ai la flemme d'aller les changer, donc thème blanc. Voilà. Et puis bon, j'utilise IntelliJ depuis, ça doit faire presque 15 ans maintenant, donc j'ai tellement l'habitude du thème blanc que... Ouais. Bah vous êtes deux. Hein. Voilà, on est deux. Voilà. Et donc la dernière question bonus, on va voir si tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes, Rick Hunter? Si, je comprends tout à fait. C'était de la peur. Ouais, pardon, fort. j'ai un petit brain fart. Que j'ai fait découvrir récemment à des collègues français qui ne connaissaient pas. Là, on avait un stagiaire, d'ailleurs, qui a bossé sur Android Studio. Et voilà, c'est jeune, il savait pas du tout de quoi on parlait. C'est agaçant. Donc, Vadim, si tu nous écoutes, j'espère que tu as regardé La Cité de la Peur depuis. J'ai un collègue pareil, et le pire c'est qu'il connaissait rembourser nos invitations et des trucs comme ça, et alors je cite ça, puis il fait ah ouais, je fais ah donc tu l'as vu? Il me fait quoi? Comment ça quoi? De quoi on parle? Et donc voilà, je crois que ça fait bien 2 semaines que pratiquement tous les jours je lui dis alors tu l'as vu? Mais ça doit être obligatoire, moi je dis. Ouais, ça devrait être après l'école. On est d'accord. En tout cas, Romain, un très 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 grand merci. Ouais, merci à vous. D'être venu passer longtemps avec nous. C'est vraiment chouette. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié la discussion. Ça me fait plaisir. Même les parties où j'ai pas compris. Il l'a dit, il l'a fait. 3 heures. C'est ça. Ah mais j'ai pas menti. Et écoute, si jamais t'aimes bien ça et que t'es un petit peu maso, peut-être qu'on peut remettre ça une autre fois. C'est quand vous voulez. En tout cas, moi ça me fera plaisir.
Encore un grand merci, ça fait vraiment très très plaisir d'avoir des gars comme toi et c'était très intéressant donc voilà, merci, vraiment... et merci à vous de faire un podcast parce que je sais que, enfin j'en fais pas moi-même mais j'ai vu par des amis qui en font que c'est énormément de travail de préparation, d'éditing, etc. Donc bravo et merci. Nous ça nous amuse et franchement en fait on fait ça pour nous, on est très égoïstes. C'est toujours une bonne raison de faire les choses. Mais pour être tout à fait honnête, ça fait plaisir de voir aussi qu'il y a le nombre de gens qui écoutent, qui augmente et tout, et puis ça a l'air de marcher, donc on va continuer. Et puis en français, on n'a peut-être pas le même genre d'invités que les autres podcasts qui le font en anglais, mais je trouve que c'est justement intéressant d'avoir Ouais, je pense intéressant parce que c'est vrai que tu sais, sur la scène internationale, par exemple des conférences ou des podcasts, c'est comme ça dans toutes les communautés, et c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. Et c'est sympa parce que généralement c'est des personnes qui ont beaucoup de choses à dire, etc. J'imagine que j'en fais partie d'une certaine manière, mais c'est bien justement d'avoir une approche différente et d'entendre parler d'autres personnes, d'autres projets, d'autres points de vue. C'est cool que tu aimes. Et puis comme t'as vu, de toute façon, nous on fait tout, enfin on parle de tout et n'importe quoi, donc au final, contrairement aux autres où ils ont un sujet préparé et tout, tu vois, nous on fait une discussion quoi. Le bordel. C'est une drôle d'idée de préparer les choses. Exactement. On a quand même préparé les 4 questions là. Ah ça va alors. On était quand même pas les mains dans les poches. Donc voilà, en tout cas encore un grand merci. Moi j'ai vraiment adoré et j'espère qu'on pourra remettre ça. Bien sûr. Voilà. Ok, merci. Super. Un énorme merci. Y a plus qu'à dire au revoir alors. Hein. Au revoir alors. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, cette conversation est maintenant terminée. N'hésitez pas à suivre Romain sur Twitter @RomainGuy, Benjamin @Xan, moi-même @TheYan, et bien entendu retrouvez toutes les dernières nouvelles du podcast sur @AndroidLeaks. Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.